Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap série aux couleurs de Allociné. Vous l'avez vu, il y a du jaune, il y a du noir et il y a nos copains d'Allociné qui sont habillés en jaune et noir. Superbe. C'est vrai. C'est vrai. Ah, On n'a pas fait exprès, mais... Quel esprit corpo les gars, c'est fantastique. Ouais. Corentin et Vincent, bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On fait un petit coucou à Max qui est en direct du Festival de Cannes. Exactement. Ouais, il se met bien, hein, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, il reviendra la semaine prochaine évidemment pour la fin de nos spéciales Game of Thrones. Et moi, je ne serai plus là puisque je serai à Cannes à la place de Max. Tu le remplaces. Voilà, ça se fait comme ça chez Allociné, on a appris ça mardi. C'est une semaine pour qu'il n'y ait que de l'énergie à chaque fois. Exactement. Vincent, t'es plus lead, tu fais pas Cannes toi cette année? Non, je l'ai fait 2 années de suite et puis cette année, je laisse la place à d'autres qui l'ont pas fait, comme Émilie, notre collègue qui l'avait jamais fait et qui fait son baptême du feu cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des news un peu séries aussi à Cannes ou pas du tout? Oui, parce que cette année, il y a la série de Nicolas Winding Refn. Ouais, il présente 2 épisodes. Alors, très étrangement, il présente genre épisode 6 et 10, tu vois. Ça nous semble facile de savoir qui est ce cher Nicolas. C'est vrai. T'as vu comment j'esquive de prononcer son nom imprononçable. C'est qui? C'est le réalisateur notamment de Drive. Voilà, c'est ce que j'attendais. Je pense qu'il est connu principalement pour ce film-là. Ça, c'est un micro. Exactement. Mais tout, il va bien, il va très bien. Mais sinon, regardez sa trilogie Pusher, qui, à mon avis, il a jamais fait mieux depuis ça. Ok. Bah écoute, en tout cas, bonjour les gars et bienvenue à vous encore une fois. Et du côté du stream, c'est Dina. Dina est avec nous. Dina, c'est moi. Bonjour. Comment allez-vous? Effectivement, Dina, t'es toute seule sur ton bureau aujourd'hui? Bah ouais, le stream est pas trop représenté aujourd'hui, mais il y a toi également. Il y a moi aussi, mais moi je fais le passe-plat un petit peu là. C'est mon rôle d'animateur, même si c'est vrai que je prends un peu beaucoup part au débat. Non, Sylvain, on fait un petit coucou à Sylvain qui est en vacances. Ouais. Et il est en vacances. Ouais, il est en vacances, carrément. Et puis comme je vois l'heure qui tourne et qu'on a plein de choses à se dire, puisqu'on va débriefer cet épisode de GOT, mais avant ça, je vous propose quand même de faire un petit tour sur les news. Et oui, Sylvain, on lit le chat. Il aurait eu à dire Sylvain, je pense, aujourd'hui. Hein, c'est dommage. C'est Corentin qui ouvre le bal des news avec une news qu'on a mis en stand-by depuis deux émissions. Exactement. Mais je suis content qu'on en parle enfin. Je t'écoute. Voilà, c'est qu'il va y avoir une série Willow, en fait. Une série suite au film là, dont vous voyez l'affiche, produit par George Lucas et réalisé par Ron Howard. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film assez mythique pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas ce film. C'est un film assez mythique des années 80, très emblématique d'une époque où on pouvait faire des films de fantasy façon Conan le Barbare, etc. Bien avant Game of Thrones donc. Et c'est un film très réussi. Donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et la série, elle serait supervisée à nouveau par Ron Howard, donc qui avait réalisé le film, et elle serait coécrite par Jonathan Kasdan, scénariste qui a collaboré sur Solo, A Star Wars Story. Ouais, mais pas que. Heureusement. Cette série serait pour la plateforme Disney+. Allez, deuxième raison de choper Disney+. Exactement. Deuxième ou centième. Si, il y a la série Star Wars, moi j'y vais. Mais il y a plein de raisons. Oui, ok. Par contre, quand tu me dis série Willow, je pensais à Buffy contre les vampires. C'est vrai, on pourrait complètement penser ça. Non, donc mais du coup, je crois que c'est pas du tout le même style. Non, et surtout, ce serait une série qui serait une suite. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il y aurait à nouveau Warwick Davis, donc qui l'a joué Willow, et qui reviendrait, et donc ce serait un Willow âgé, toujours avec ses petits tricks de sort, comme on l'a vu la lancer son petit sort de boule magique, et puis la boule magique, et voilà, donc c'était un film très réussi. Il y avait aussi Val Kilmer qui faisait un personnage qui s'appelait Mad Martigan, personnage haut en couleur, un peu paladin sur les bords, un peu chevalier. Et voilà, c'est un film très années 80, mais aussi très sympa. Et si vous aimez cette ambiance-là, il faut absolument regarder C'est un des rares films d'heroic fantasy des années 80 qui tenait vraiment la route avec le premier Conan, parce que le deuxième est un peu discutable, pour moi en tout cas. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai que moi je suis particulièrement fan de ce film. C'était dans mes films de chevet, moi je l'avais en VHS et je me le passais genre au moins une fois par semaine. Film de chevet, c'est mais ouais, il y avait vraiment ce côté, le film que tu te passes en boucle quand t'es môme. Et moi c'était l'un de ceux-là. Et c'est pour la petite histoire, c'est un film où à la base ils voulaient adapter Le Seigneur des Anneaux et ils avaient commencé à faire des décors, des machins, des trucs et ils n'ont pas eu le droit.
Ils n'ont pas eu les droits. Du coup, c'est pas les Hobbits, c'est un village de nains. C'est pas Aragorn, c'est Matt Martigan. Et puis même les nains sont très différents des nains tels que dans le Seigneur des Anneaux. Après, ils ont dû créer une sous-culture nouvelle pour les nains. Ils ont dû partir dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté-là. C'était, moi, des images qui sont. Mais en fait, c'est un film qui vraiment nourrit l'imaginaire quand t'es gamin, parce que c'est un monde entièrement fantasy. On voyait pas beaucoup ça au cinéma quand même. La fantasy au cinéma, c'était assez récent, puis c'était souvent réservé à des films qui n'étaient pas d'une qualité vraiment satisfaisante. Et là, Willow, il y a vraiment tout. Il y a l'aventure, il y a de l'humour. Je l'ai pas dit, mais c'est quand même un film assez drôle. C'est épique. C'est épique. Il y a de l'aventure, il y a de la sorcière, il y a des monstres. Franchement, c'est très sympa. Et puis c'était familial. Mais à l'époque, on prenait pas les enfants un peu pour des teubés. C'était quand même. C'est ça. C'était quand même dur, il y avait des scènes, la sorcière, elle était flippante. C'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants qu'il faut faire des trucs de naze. Tu vois, et ça, déjà, c'est. Je rebondis sur Elveno qui dit mon film de chevet, c'est Les Charlots font l'Espagne. C'est pas. Tu peux aimer Willow et Les Charlots font l'Espagne, parce que moi, j'aime beaucoup aussi Les Charlots font l'Espagne. Donc voilà, big up. Voilà. Donc voilà, je vous le conseille à tous, même si c'est vrai sûr que ce sera sans doute du 4 tiers et que c'est un peu, en termes d'effets spéciaux, c'est un peu vieilli. Mais il y a un charme particulier et voilà, si vous êtes des jeunes parents, c'est cool aussi pour les mômes. Vincent. Deuxième news sur. C'est mon émission aujourd'hui, il n'y a que des trucs que je kiffe. Vas-y. On a eu enfin un premier teaser de Watchmen, donc on se le regarde et on en parle rapido après. Ouais, il est court. Allez, il est court. Ah oui, parce que là c'est l'affiche du film. C'est l'affiche, donc l'adaptation en série du film Watchmen. Exactement. Lui-même adapté de comics. Bande-annonce. C'est en fait, vous n'avez pas la bande-annonce en régie? Si, je crois que c'est celle-là. C'est HBO. Ouais. Ok, pas de problème. Yes, ça part. We are no one. We are everyone. And we are invisible. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. We convinced ourselves that they were gone. But they were just hibernating. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. They came for everybody. Oh, please. Are we safe? I guess we have ourselves a reckoning. What are you two talking about? Oh, nothing. Just the end of the world. Yes, ça fait ça. Ouais, bien classe, flippant, ça donne envie. Ouais. Est-ce qu'on sait si ça se passe avant, après? Est-ce que c'est tiré de la nouvelle série de comics de Alan Moore ou pas du tout? C'est ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas vraiment grand-chose sur ce dont quoi c'est tiré, mais on sait que ça se passera après les comics. Ah, c'est post. Apparemment, c'est post-comics. Et on sait vraiment pas grand-chose. Sinon, elle se déroule à notre époque, donc après les événements relatés dans les comics. On aurait un peu à faire une histoire un peu alternative où les super-héros, ils sont un peu, ils sont considérés comme des hors-la-loi. Voilà. Ok. Et donc, c'est bien sûr créé par Damon Lindelof qui a créé notamment, qui était notamment un des créateurs de Lost et de The Leftovers. Et puis c'est du HBO, donc on a confiance. En fait, en revoyant la bande-annonce, je me disais, il y a vraiment que HBO pour prendre autant au sérieux sur un sujet comme ça, parce que tu te dis sur la plupart des autres chaînes, c'est assuré que ça aurait été complètement bancal. Et là, quand tu vois ce qu'ils ont l'air d'avoir fait, tu te dis, ils ont l'air d'avoir fait ça bien, quoi. Et du coup, j'espère qu'ils seront à la hauteur de leur bande-annonce, que c'est aussi facile de faire une bande-annonce qui fait vraiment envie, tu prends les images qui vont bien, c'est le montage, quoi. Mais là, j'ai confiance, quoi. Je sens le bon truc. Et donc du coup, on a vu Jeremy Irons et Don Johnson. Le croisement est probable, on l'aurait pas cru jamais. Ok, mais donc est-ce qu'on a des dates, des trucs comme ça?
Alors, ça serait normalement cet automne, voilà, sur HBO, et ça sera je pense, diffusé en US plus 24 sur OCS. Comme OCS, ouais. Sur OCS chez nous. Très bien. Et Voilà. troisième news, une news qui devrait faire plaisir aux fans d'animé. Bah, c'est ça, on a eu une bande-annonce en version française du prochain film Nicky Larson. Ben, je pense qu'on peut se la passer. Je l'ai un peu coupé, ça dure une petite minute. Ok, bah go. Pour se donner un peu une idée. Yes. Et puis on en parle rapido après. Il punit les criminels qui échappent à la justice. C'est bien vous qui avez fait appel à moi, non? Je suis Nicky Larson. City Hunter. Sa cliente est traquée par une mystérieuse organisation. Vous faites donc du mannequinat? Bah, c'est moi! C'est le paradis! Laura, c'est bien toi? Ça alors? Tu m'expliques? Christopher est un ami d'enfance. Un dîner pareil, c'est un coup à tomber amoureux. En ce moment, ils s'achètent les services de tous les groupes de mercenaires disponibles. La dernière création d'un scientifique suscite toutes les convoitises. Il s'agit d'une arme de destruction d'un tout nouveau genre. Quel est le rapport avec Iris? C'est elle qui possède la clé. Monsieur Larson! Quelle clé? Je comprends rien! Ça va aller, il ne vous arrivera rien à mes côtés. Vous pouvez lâcher votre arme, Calamity Jane. Nicky Larson, Private Eyes. Bientôt au cinéma. Au cinéma. Et c'est la voix officielle de Nicky de l'époque, pour le coup. Bon, c'est vrai que j'ai quand même tendance à préférer la VO, mais il y a quand même du travail chez nos amis comédiens français. Oui, c'est bien. Il y a d'autres qui reviennent, genre Mammouth. Mammouth, je suis pas sûr. J'ai écouté donc il parle un peu dans celui-là, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicky Larson, c'est Vincent Ropion qui le doublait déjà dans la série d'origine, et Laura, ça sera aussi la même comédienne qui s'appelle Danielle Doué. On l'a pas vu dans le trailer. Et donc, Laura, si elle est. Si elle y était. Ouais, le mec qui faisait les doublages foireux à chaque fois, il a tiré la boulette. Je pense pas qu'il y sera. Non, il y sera pas lui. Non, C'est non. dommage. Ça aurait été un petit clin d'œil plutôt classe qu'il fasse un petit caméo. J'avoue. Et ça sort le 13 juin au cinéma. C'est une sortie événementielle, donc ça sera pas une sortie nationale. Mais il y aura énormément de projections dans toute la France. Donc, Ok, très bien. Autre petite news, mais on va en parler plutôt la semaine prochaine. On s'étendra, qu'on aura plus de temps pour en parler. C'est sur la bande-annonce qui est sortie de la nouvelle saison donc de Black Mirror. Donc ça, ce sera pour la semaine pro. Par contre, j'ai envie de vous parler d'un truc qui va faire la transition avec notre sujet du jour, donc le débrief de l'épisode de Game of Thrones. C'est quoi cette histoire de pétition ? Le chat en parlait juste avant qu'on commence le récap, c'est qu'effectivement il y a eu une pétition suite à la diffusion de l'épisode 5 qui, pour certains fans, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou le trône. Des fans ont décidé de monter une pétition en demandant à HBO de retourner la saison 8 de Game of Thrones, parce qu'ils sont pas du tout contents des choix qui sont faits, et voilà. Et du coup, la justification de la pétition, c'est les créateurs ont démontré qu'ils étaient des scénaristes lamentablement incompétents quand ils n'ont pas de matériaux, entre parenthèses les livres, sur lesquels se baser. Cette série mérite une saison finale qui a du sens. Voilà. Wow. Ça, c'est le postulat de la pétition que les gens signent. Ils y vont pas de main. Après, moi, je pense pas qu'ils soient incompétents. Je pense qu'ils ont déjà la tête dans les étoiles. Oui, je suis un peu d'accord aussi. Puisqu'ils vont faire la nouvelle trilogie Star Wars. Ou en tout cas, au moins un film. Ils ont signé un film et c'est pas clair. Est-ce qu'ils vont faire les trois? Est-ce qu'après, il y a Rian Johnson qui va greffer son propre film qui prépare là-dessus et que ça va former une trilogie? C'est pas trop. En tout cas, oui, ils ont clairement, on leur a commandé un film Star Wars qui va se faire, qui a une date de sortie. Donc oui, clairement, ils sont complètement lancés. Après, voilà, la pétition, est-ce que c'est complètement à côté de la plaque ou est-ce que c'est justifié? Moi, je dirais que ça va un petit peu trop loin, mais après, pour tous les films de super-héros, on a ça en ce moment. Il y a tous les gros films, il y a une pétition en mode non, c'est pas possible, vous faites n'importe quoi. Les Star Wars, on avait vu avec l'épisode 8. Star Wars, il y avait eu un truc genre faut le refaire, il est. Oui. Mais c'est ridicule, comment des grosses firmes comme HBO par exemple. Non, mais ça Ça se fera on va le refaire. juste pour montrer ton mécontentement. Au moins, tu as l'impression d'avoir montré que tu n'étais pas d'accord. Ça changera rien, mais tu as montré que tu n'étais pas d'accord. Oui, c'est ça, parce que quand bien même ils auraient 10 millions de signatures, HBO, vu ce que leur coûte la série et vu que les acteurs maintenant ont fini leur contrat, jamais ils repayeraient une nouvelle saison. Non, factuellement, c'est pas possible. Après, oui, c'est vrai que comme tu dis, ça permet d'exprimer le fait que tu ne valides pas du tout ce qu'on t'a fait et que tu ne soutiens pas ce qu'on t'a proposé. Voilà. Et puis, je pense pas que les showrunners soient aussi des branques incompétents. C'est pas parce qu'ils ont plus un matériau qu'ils sont nuls, qu'ils sont devenus tout d'un coup nuls. Après, j'ai quand même tendance à penser qu'effectivement, depuis qu'on a dépassé les livres,
l'écriture est plus... Ça, c'est évident. Voilà. Je crois que George Martin avait dit qu'il fallait 13 saisons pour faire l'ensemble de son œuvre à l'écran. Il sait de quoi il parle dans le sens où il a été lui-même scénariste de plein de séries télé, etc. Il y a beaucoup de scénarios. Je crois que HBO avait dans l'idée de faire plus long, en tout cas plus d'épisodes dans cette saison, peut-être une saison de plus, mais c'est vraiment Benioff and Weiss, je sais plus, les deux showrunners qui eux ont décidé de non, nous on fait comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être est-ce que HBO aurait pas dû dire c'est cool, vous arrêtez là et on va continuer nous comme on le veut le faire pour bien le faire avec d'autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être, plutôt que de cracher sur eux ou de vouloir faire une pétition, une réflexion peut-être de HBO qui a préféré s'arrêter là en écoutant ses showrunners, quelque part c'est bien, mais est-ce que c'est pas ça plus qui est à critiquer que les mecs qui veulent faire autre chose, on va pas les obliger, les enchaîner Non mais je pense pas, c'est pas la politique d'HBO de forcer le truc, si c'est terminé, c'est terminé, ils passent à autre chose, c'est pas comme certaines chaînes qui continuent des séries, même si ça change 4 fois de showrunner, et que ça devient complètement n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la politique d'HBO, c'est avant tout, on met des auteurs ou on a choisi des gens pour les mettre à la tête du truc. Moi, à part peut-être Vinyl, je pourrais pas te citer là de mémoire une série récente HBO où ils aient continué en changeant la tête pensante du truc de départ. Effectivement, ils préfèrent mettre un terme à la série. Je te dis Vinyl peut-être qu'à un moment ils ont changé, mais non, parce qu'il n'y a eu qu'une saison de Vinyl de toute façon, donc. Ouais, mais il me semblait qu'ils tu vois, je pourrais pas t'en sortir une. Moi, je pense qu'ils ont vraiment cette politique des auteurs, on va dire, pour utiliser des mots un peu pompeux. Et voilà, je pense que du coup ils s'y tiennent et que si eux on dit on part, HBO dit ok, tant pis. Non, après s'ils étaient partis au bout de la saison 3, on pense que il nous faut 6 épisodes pour bien terminer la série. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur le fait que ça se termine bien. Attention, on n'en est pas encore dans les moments de anti-spoil. Mais et est-ce que juste HBO... Ils ont dit, je pense que nous, il nous faut tant d'épisodes pour bien terminer. Alors peut-être qu'ils leur ont donné le pitch ou pas, et qu'ils ont fait confiance. Oui, voilà, j'allais dire peut-être que HBO, je vais dans ton sens, a peut-être pas validé les scénarios détaillés. Ils ont validé l'offre de... On peut conclure le truc en temps d'épisode. Et après, quand ils voient les scénarios, ils peuvent faire des ajustements en cours de tournage, mais ils peuvent pas non plus révolutionner ce que les mecs ont écrit. Et du coup, il y a 6 épisodes, c'est comme ça, quoi. Malheureusement, pour les gens à qui ça ne plaît pas, malheureusement, il y aura pas autre chose à se mettre sous la dent, je pense. Si les spin-offs éventuellement. Je vous propose de passer donc, sans plus attendre, au sujet de la semaine. Jingle. C'est trop bien, j'ai même pas eu à le demander. Si on nous rajoute le petit bandeau en haut, on est parfait. Le petit bandeau et mon bingot, bingo de Goth. Alors il paraît qu'il a évolué. J'ai entendu dire dans le couloir. J'ai marqué quelques points. Il y a d'autres choses qui n'auront plus lieu aussi, donc il y a quelques croix qui. Il y a quand même plus de croix que de jaunes, mais bon, quand même. Ouais, mais voilà, c'est le principe des théories de fans. Donc, non, mais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu qui a été validé? Daenerys va vriller Mad Queen. On l'avait tous un peu piffé. Depuis des semaines. Et il est où l'autre? Il est là. Il est le double KO dans le fameux Clegg and Ball. Voilà. Et effectivement, ça aussi, ça faisait partie des trucs qu'on avait pensé. On a par contre Cersei meurt en accouchant. Ça, c'est plus possible. Hein. Oui, Jaime va tuer Bronn aussi. C'est là, le Jaime va tuer Bronn, ça c'est fini. Enfin bon, voilà. Le petit. Jaime va tuer Cersei. Stark est toujours vivant. Alors, Jaime va tuer Cersei quelque part. C'est lui qui l'a conduit à l'endroit. Hey, on va reprendre chronologiquement. Non, mais il n'est pas là. Il l'a tué. Et merci pour l'abonnement, Tarkas. Du coup, qui c'est qui est en lead là-dessus? Je crois que c'est toi, mon ami Corentin. Oui. Et donc, on peut commencer avec la première image de cet épisode numéro 5, qui était, on va dire, on va pas dire d'ailleurs, un peu le devoir d'écriture de Varys, qui écrit une lettre qui explique qui révèle les origines de Jon Snow. On ne sait pas dans la série à qui elle est adressée. On peut faire des petites guesses, mais la série ne nous le dit pas. Et j'ai pas remis de capture de la petite fille qui va arriver. C'était la badass de la bataille de Winterfell. C'est la petite gamine qui disait je vais me battre, tout ça, avec Davos, je crois.
Ah, tu crois que c'est... je ne l'ai pas reconnu, autant pour moi. Et du coup, elle débarque et en gros, on apprend à demi-mot que Varys a essayé de faire empoisonner Daenerys, mais que comme elle se nourrit pas en ce moment parce qu'elle est un peu triste et en dépression, du coup, ça ne marche pas. Ah, on apprend ça ? Alors oui, c'est un truc qui est passé un peu plus inaperçu dans l'épisode parce que il y a eu de la grosse bagarre, tout ça. Mais effectivement, ils ont une discussion à mots un peu cachés. Elle revient des cuisines, elle lui dit ça n'a pas fonctionné. Il dit bon. Vous voulez l'empoisonner Voilà, on comprend à demi-mot qu'il a essayé de faire empoisonner Daenerys, mais que comme elle se nourrit pas, ça ne marche pas. Et il dit c'est pas grave. Il finit la scène en disant c'est pas grave, on retentera la prochaine fois au prochain repas, retourne en cuisine. Putain, mais moi je suis tellement bienveillante, je pensais que ils disaient oh là là, la pauvre, elle se nourrit plus. Mais pas du tout. Bon bref. Varys, il a des méthodes un peu douteuses. Tant pis pour lui. Dans la première saison, il y avait un petit. Ça annonçait déjà, parce que Ned Stark, je crois, il parlait au maître Pycelle et il lui disait je croyais que le poison était une arme de femme. Ouais. Et Pycelle lui disait et de nuque. Voilà. Il y a un truc aussi par rapport à Varys, avant qu'on aborde son cas, son sort. C'est qu'effectivement, il écrit donc des messages qui sont là pour dire le vrai héritier, c'est Jon, parce que l'ascendance, elle fait que. Voilà. Mais par contre. Il n'en écrit pas qu'une des lettres, parce qu'on voit qu'il y en a plein de petites à côté, donc il y en a qui disent ouais mais il la brûle après, donc du coup finalement ça n'a pas marché. En fait, c'est plus compliqué, parce que des lettres, je pense qu'il en a envoyé à tous les lords encore en vie, qui sont dans leur château, dans leur truc. Je ne sais pas vous, on en parlera à la fin sur qu'est-ce qu'on va attendre de l'épisode 6, mais je verrai bien des répercussions de ça éventuellement. On s'en parle à la fin si vous le voulez bien. Ouais. Je te propose d'enchaîner. Bien sûr, avec ce moment, un autre moment avec Varys, qui est passé un peu rapidement aussi dans les nombreux débriefs d'épisodes. C'est l'image suivante dans laquelle il va accueillir Jon Snow. Qui vient d'arriver de Winterfell, hashtag téléportation, mais on te montre quand même qu'il a pris le bateau, donc ça va plus vite que la Terre, tout ça. Et c'est là qu'il a la discussion avec lui de Daenerys, quand même attention, hein, est-ce que quand même elle est pas un peu hors de contrôle, et Jon lui répond non mais c'est ma queen. Voilà. Jon Snow il est toujours she's my queen. Je crois pendant les 5 épisodes, ça doit être sa réplique la plus oui, mais c'est ça sa vraie raison d'un côté. Oui, mais c'est ça aussi qui fait que s'il avait un peu pris son rôle un peu plus au sérieux, on aurait peut-être évité un génocide. Exactement, il est trop loyal. Tu vois. Ouais, non, mais en même temps, c'est Jon Snow. Il est droit dans ses baskets. Il est sur un truc qui va rester là-dessus. C'est Eddard, quoi. C'est vraiment Lord, son oncle. Oui, du coup, son oncle. C'est tonton. C'est tonton. Et je vois qu'il y a déjà eu l'image suivante qui est le moment où Daenerys convoque Tyrion pour lui dire qu'elle se sent trahie. Et que ce traitre, c'est pas Varys, même s'il est au courant de l'ascendance de Jon, c'est pas Tyrion, même s'il est au courant, c'est pas Sansa, c'est Jon Snow. Parce que selon elle, c'est de lui que tout est parti, puisqu'il a révélé dans l'épisode, la semaine dernière, on vous a montré, et vous avez vu l'épisode, le moment où il révèle tout ça à toute la famille Stark survivante, où il révèle ses origines. Et donc là, elle lui dit clairement, il faut que tu disparaisses. C'est Jon qui m'a trahi, donc même si Varys a trahi, c'est finalement pas si grave. Elle reviendra sur cette décision dans assez peu de temps après. Ce qui est d'ailleurs l'occasion de montrer l'image suivante, s'il vous plaît, qui était j'ai choisi ce plan-là parce que c'est le moment où Varys est déjà sur la plage, mais où c'est Tyrion qui lui annonce mec. Elle est au courant et tu vas prendre cher. Ouais, et j'aime beaucoup aimé le moment où Tyrion lui met le bras comme ça lui touche le bras. Il y a énormément en fait on a traversé tellement de choses, plein de trucs, et là je te dis au revoir. Il y a un vrai, je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions qui jaillit de ça. C'est vrai que j'imagine qu'on va le voir, que tu as mis la fameuse image où il y a le dragon qui sort. Oui, je crois que... Attends, est-ce que je l'ai mise Oui, je l'ai mise. flippant ce moment-là. C'est la suivante, d'ailleurs. C'était génial d'un côté. Graphiquement, ça marche ultra bien. C'était le moment où le dragon est dans l'ombre et que finalement, il sort, elle prononce Dracarys, et évidemment, le dragon, d'ailleurs, prend son temps. Hein, il se relève, il reprend de l'élan, il fait attention de blesser personne d'autre. Et il crame... Je me suis demandé s'il allait le manger ou le cramer. Oui, moi aussi. J'ai trop joué à Mortal Kombat, le finish de Liu Kang, tout ça. Mais Daenerys lui avait dit en saison 7, tu me trahis, je te brûle.
Ouais. Et, donc elle l'a fait. Elle l'a fait, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'elle rend la justice, effectivement. Elle est à la fois juge, exécutionneur et bourreau. Exactement. Enfin, bourreau. Indirectement, mais quasiment. Oui, à Dracarys, quoi. Mais c'est là, Dracarys. moi j'ai eu quelques jours de congé la semaine d'avant et je me suis rebinge-watché toute la série. J'ai Toute la série J'ai pas pu m'en empêcher. Alors, moi, dans le week-end. je suis en train de me refaire la saison 1. Non, j'ai eu à peu près 10 jours. J'en suis qu'à la saison 1, enfin au début de saison 2. Et je suis en train de me refaire tous les bouquins. Donc, du coup, tu vois, je comprends ce. Ouais. Je vais les commencer, les bouquins d'ailleurs. J'ai acheté le premier. Et voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que Varys et Tyrion, ils ont vraiment une très très belle relation du début à la fin. Et donc, ce que tu disais là, c'est vraiment une excellente conclusion pour le coup. Entre ces deux personnages qui ont combattu. Qui se comprenaient, qui avaient du recul. Qui se comprenaient, ça. Et qui ont comploté tout le temps ensemble. Enfin, c'est très très beau. Ouais. Je me répéterai qu'en une phrase par rapport à ce que je dis la semaine dernière, c'est que Varys a longtemps été un personnage assez sous-estimé. Dont on se disait, alors il passe son temps, mes petits oiseaux, mes petits machins. Tu fais bon, voilà. Et au final, il s'est avéré de plus en plus important, intéressant. Il a presque remplacé Lord Baelish, que tout le monde aimait beaucoup, Littlefinger. Il est presque devenu le nouveau Littlefinger quand Littlefinger a connu un triste destin. Donc voilà, vraiment un petit big up à ce personnage. Moi, je suis très triste de la mort de Varys. Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur du personnage, mais c'est un petit peu ce que je vais répéter tout au long de l'épisode, je pense. Il y a par contre, voilà, je vois dans le chat, vous demandez que les bouquins. Il faut savoir que l'auteur a dit que la finalité serait peu ou prou la même, mais que par contre, le chemin pour y aller serait radicalement différent. C'est ça, ouais. Donc, en gros, la personne qui sera sur le trône dans la série, il le sera probablement dans les livres. Après, ce sera différent. Même la façon, ce sera peut-être pas dans les bouquins Arya qui va peut-être tuer le Night King. Peut-être que ce sera vraiment différent à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, la fin sera, on se dirige vers le même tableau de fin, on va dire. Ouais. Et donc, voilà. Si ça vous va, on peut passer à l'image suivante, qui est un moment intéressant. J'ai failli pas le mettre parce que je me suis dit, ça va rallonger le débrief, tout ça. Mais c'est le moment où les fers qu'avait gardé Missandei depuis qu'elle avait été libérée par Daenerys sont mis au feu par Daenerys. Et je peux te laisser, Menro, parler de ce moment parce que je sais que ça t'a plu. En fait, moi, je l'ai trouvé important, ce passage, alors qu'il a l'air de rien. Mais on le comprend que a posteriori. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai accord tacite entre Grey Worm à ce moment-là et Daenerys, en mode nous, on vient pas de ce continent. Ok, tu le veux, moi tu veux le pouvoir, tu veux le truc. C'est l'histoire de notre vie actuellement. Mais eux, ils veulent pas de nous. Donc on va leur faire payer. Et là, pour moi, il y a un pacte qui se crée entre les deux, où ils le jettent au feu. C'est encore une fois la symbolique. Ouais, c'est le feu, toujours le feu avec Daenerys. Et on comprend après que là, il s'est passé. On a l'impression que Daenerys, jusqu'au dernier moment, elle hésite à faire ce qu'elle va faire. Mais en vrai, ou Grey Worm pareil, mais en vrai, je pense que là, c'est scellé, c'est un pacte qui est là. Ouais. Et elle attend, disons, plus tard, peut-être qu'elle attend juste le moment de le faire. Et elle le fait vraiment toute seule. Elle fait plus confiance à aucun de ses conseillers qui ne sont plus les historiques parce qu'ils sont morts, parce qu'ils l'ont trahi, parce que machin, parce que truc. Là, elle est vraiment en mode il n'y a plus que lui, moi, mon armée et moi. Quoi. Et c'est logique parce que avec Vergris, lui aussi, plus tard, il n'hésitera pas à se lancer dans la bataille, bien que les gardes soient pas armés. Et du coup, il avait pris sa décision. Et c'est vrai que cette scène-là, c'est le moment où ils se sont compris avant même que la bataille commence. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Du coup, on enchaîne. On enchaîne avec une autre photo qui est un autre moment hanté, gros moment de l'épisode. C'est ce moment où, vous vous souvenez, ça fait au moins 3 semaines qu'à chaque fois j'ai au moins une slide qui s'appelle l'inceste, pas de problème. Et là, ça devient l'inceste, un problème, puisque, enfin, j'ai envie de dire, parce que Daenerys là dit mais tu peux m'aimer, tu peux quand même m'aimer, on peut rester amant, et lui s'éloigne. Alors, est-ce que c'est suite à ce que lui a dit Varys, est-ce qu'il a pris conscience de certaines choses? Mais en tout cas, il ne se laisse plus embrasser cette fois-ci, ou à peine. Il recule, et le feu est déjà entre eux en fait dans ce plan, comme ce sera le cas plus loin dans l'épisode, quoi. Donc c'est un plan qui est plus pensé qu'on pourrait le croire. Et voilà, donc c'était une jolie scène, donc je voulais juste mentionner ça en passant. Et puis la conclusion de cette scène, Let it be fear then, c'était assez énorme. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'amour, ce sera la peur. Pour le coup, c'est une rupture. Clairement, je pense qu'on peut considérer qu'ils ne sont plus en couple.
Non. À ce moment-là. Oui, clairement. Oui, bah oui, ça c'est. On voit que John, il n'arrive pas à. Du coup, Daenerys enceinte de John. Ou alors c'est déjà fait. Ou alors c'est déjà fait, mais voilà. Mais on ne sait pas, ouais. Oh, ça sera un rebondissement un peu. Oui, c'est un peu tardif pour le dernier épisode. Oui, mais ce sera un peu... justement, sur qu'est-ce qui va se passer dans le prochain, ça peut avoir une répercussion. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont que 1h20, donc peut-être qu'ils n'auront pas le temps. On peut passer à la slide suivante avec Tyrion. Alors là, j'ai pris aussi ce moment parce que c'est le moment où Tyrion repart, attention, expression pour les plus anciens uniquement, il repart gros Jean comme devant, puisque donc il est arrivé devant Daenerys et il l'a supplié de ne pas être violent, qu'elle ne soit pas violente, qu'elle déclenche pas un combat gratuit si les gens se rendent et que la reddition est acceptée et globalement elle l'envoie balader en plus en lui révélant au fait tu sais quoi, on a en prison ton frère parce que il vient d'essayer de passer nos lignes et on l'a intercepté. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il l'arrête alors que normalement il est dans leur camp? Ouais. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il l'arrête déjà à la base. Mais surtout que, enfin, on y reviendra plus tard. J'ai d'autres moments où je râlerai sur les gens qui passent un peu d'un endroit à l'autre. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Parce parce que Daenerys pense que Jaime va trahir et va rejoindre Cersei. Je pense que c'est ça. Parce qu'il est parti tout seul finalement. Il n'est pas parti avec l'armée. Donc c'est qu'il a quelque part déjà en état de trahison. Elle n'a pas tort. Ou en tout cas, elle est paranoïaque et elle le voit comme un acte de trahison peut-être aussi. Bah, elle n'est pas parano. Enfin, il allait pour rejoindre Cersei. Mais peut-être pas. Oui. Elle lui a pas demandé, elle l'a juste arrêté. Au final, elle a raison. Tu vois, elle l'arrête et elle lui demande où il va. Bon, bah, Jaime étant ce qu'il est, s'il était là pour dire, s'il va rejoindre Cersei, il aurait dit, je vais rejoindre Cersei. Et puis bon, bah, avec les conséquences. Ouais, mais là, il était tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Tu vas nous aider à. Bah, pourquoi t'es pas avec l'armée? Enfin, tu vois, d'un autre côté. Ça peut être, je vais essayer de la retrouver pour la buter. Tu vois Ouais. Mais pourquoi pas? Moi je pensais que ça allait se passer. Je pensais qu'il revenait pour la buter, tu vois. Donc, moi aussi. Mais bon. Mais moi j'avais pas compris ça comme ça sur la conversation qu'il avait vue avec Brienne. Moi j'avais plutôt l'impression qu'il avouait que voilà, il était du même sang, il était fait de la même façon et que du coup il allait pas aller pour la buter. Tu as raison, mais je trouve que c'est vraiment dommage par rapport à l'évolution de son personnage, l'écriture de son arc. Voilà, qui a fait une rédemption pendant 5 saisons, enfin 4 parce qu'il a quand même 2 saisons de gros vilains. Et après, du coup, on y reviendra au moment de sa scène. On se refait pas, comme on dit. C'est vrai. On y reviendra au moment de sa scène. Tout à fait. On peut passer à l'image suivante qui était le moment. Alors ça, c'est le moment un peu rigolo de l'épisode. Alors rigolo, après ça fait rire ou pas, mais en tout cas un moment qui se veut humoristique où Tyrion s'essaye à parler le valyrien. Face à un immaculé qui ne pige pas ce qu'il lui dit puisqu'il fait des erreurs grammaticales et de conjugaison. Du coup voilà, c'était pour passer rapidement, mais c'était un peu le seul moment un peu rigolo. Tout le reste est très plombant dans l'épisode. Ils ont essayé quand même de mettre un petit moment. On l'a pas abordé, mais le regard de Daenerys complètement défaite avec ses cernes et ses cheveux fous qui rappelle vraiment le roi fou tel qu'il est décrit dans le livre. Alors pas tellement tel qu'il est dans la série, dans les flashbacks, mais tel qu'il est décrit dans le livre avec ses cheveux comme ça hirsutes. Voilà. Il y aura un autre petit moment marrant, mais on en parlera pendant avec les Gunball. Ok, ça marche. On peut passer à l'image suivante avec voilà, c'est un moment qui est très poignant dans l'épisode quand même, qu'on le veuille ou pas. Tyrion et Jaime qui avec clairement ce qui est une déclaration d'amour de Tyrion à son frère en lui disant qu'il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas passé le stade de l'enfance parce qu'il était nain dans une famille où on ne lui passait rien, où tout le monde l'appelait le lutin ou le nain selon comment on traduit dwarf. Les sous-titres disent le lutin, en VF ils disent gnome, en fait en vrai c'est nain, mais voilà. Et du coup voilà, c'est un moment très poignant et c'est le moment où en plus de ça, non seulement il lui fait une déclaration d'amour, mais il lui dit je t'offre une porte de sortie, tu peux rejoindre Cersei, on peut arranger une fuite et vous irez à Bentos sur l'île de Bentos pour refaire une vie loin de toutes ces intrigues. Et c'est beau ce passage du la vie de tous ces civils vaut plus que celle d'un nain pas tout à fait droit, qui a fait de la merde et tout. Oui, parce que là Tyrion dit qu'il est prêt à se sacrifier en fait. Et c'est ce qu'il fait. Puisqu'il sait que là derrière, ça va lui retomber sur la gueule. Là, c'est une trahison. Donc, elle lui a dit juste avant, Daenerys. Elle lui dit que t'auras pas de deuxième chance. Et allez hop là, c'est direct. Donc, mais tu vois, Tyrion, moi j'ai vraiment l'impression qu'il aura tout fait pour que tout se finisse bien. Ouais, surtout là. Sur cet aspect-là et sur l'autre aspect aussi pour épargner les innocents, etc. Il aura tout fait. Mais Tyrion, au moins, on peut pas reprocher au personnage de Tyrion d'avoir été bâclé parce qu'il est.
il a toujours été très logique du début à la fin de la série. Et puis l'acteur Peter Dinklage est phénoménal. C'est incroyable. Ce qui fait passer que le personnage est assez dingue. Là, il y a vraiment 2 scènes magistrales dans cet épisode, que ce soit avec Varys, alors que c'est juste un regard et un geste. Ouais. Et cette scène-là où il est au bord des larmes, moi, ça m'a vraiment. Tu te dis, ouais. Et alors. Non, moi j'étais ému devant la télé, clairement. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, oui, mais vous pensez vraiment que Jaime c'est un good guy alors qu'il viole sa sœur devant le cadavre de leur fils? Alors ça, c'est la série, mes amis, puisque dans le livre, c'est Cersei qui se sert du sexe pour contrôler Jaime encore, et c'est pas du tout un viol. Voilà, petite parenthèse. Du coup, après... on peut passer à l'image que j'ai appelée Gérard Majax. Alors pourquoi je l'ai appelée Gérard Majax? C'est parce que ces gens-là se sont téléportés à l'intérieur de Port-Réal. Mais tellement. Et alors, on avait dit la semaine dernière, mais comment Arya va-t-elle rentrer dans la parce ville? que moi j'avais dit s'il n'y a pas de baston, déjà beaucoup de gens sur le plateau avaient dit il n'y aura pas de baston. Moi j'avais dit s'il n'y a pas bagarre, ils rentrent pas. Alors visiblement eux, malgré tout, arrivent à rentrer sans bagarre. C'est avant la bagarre, et du coup alors. Bon, j'ai lu de ci de là que c'est un moment où Cersei accueille encore des gens à l'intérieur et du coup ils peuvent rentrer. Mais enfin, je veux dire, le mec, il a une gueule de tueur, il a une épée au côté. Une épée, normalement, limier, tu la portes quand t'es un chevalier, tu passes pas inaperçu avec une épée. Quoi. La gueule. Il a la gueule l'autre, elle est clairement en tenue roublarde, un peu voleur, aventurier, machin, tout ça. Bon, alors, regarde, ils sont à côté de gens qui portent des paniers de linge et qui sont pas armés. Il a la classe, il fait un peu Jedi. T'as des gardes à la porte, tu vois rentrer ça, tu fais attendez, vous êtes qui, vous venez faire quoi? Surtout on est en guerre. Clairement, Arya, elle a le skill, les compétences pour justement essayer de se faire passer pour qui elle veut. Donc là, c'est un peu. Je comprends, mais c'est des raccourcis, c'est ce qu'on reproche à la série depuis le début, c'est de nous filer des facilités comme ça qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est ça. On accepte. Dès le début de l'épisode, c'est une grosse facilité. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En fait, je l'accepte, mais chaque fois que je vois ça, ça me sort de la série. En fait, c'est ça. C'est que moi, effectivement, après, là, je vous le mentionne là. Au fond, je dis oui, bon, d'accord, il fallait bien qu'il rentre. Ok, très bien. Mais c'est juste que c'est vrai que moi, je le ressens un peu. Enfin, à chaque fois, je me dis ah bah non. Chiant quoi. Non, mais surtout, je passe, mais chiant. Raccourci. Voilà. Mais surtout que le passage par lequel passe Jaime, on va y arriver après, mais si Arya, son but c'est de buter Cersei, elle passe par là, il n'y a pas de bataille, il n'y a rien. Est-ce qu'elle a l'info? Elle ne le savait pas. Et puis surtout, Tyrion qui avait l'info. Ouais, mais tu vois, la grosse différence, c'est que Jaime, je peux le manger parce que le mec a vécu là tout le temps, il connaît la ville, ok, Jaime, il rentre, ok. Mais alors eux, tu te dis, bah attends, s'ils ont un passage secret pour rentrer dans la ville, ils le tiennent d'où, tu vois? Le limier, il a vécu là toute sa vie aussi. Oui, c'est vrai, le limier du coin, c'est vrai. Un grand moment. C'est vrai. C'est un message du chat, Tyrion va trahir Daenerys, c'est pas forcément faux. Alors oui et non, parce qu'il trahit, il trahit sans trahir, c'est-à-dire qu'il pose pas un problème de trahison. Il se met pas en travers d'un truc qu'elle veut faire. Voilà. Il elle l'a arrêté, il le libère. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai, mais on est quand même sur un trahison indirecte. Corrélaire, ouais, voilà. C'est pas une trahison. C'est pour ça que je l'ai pas validé complet. Oui, non mais je comprends. Elle peut considérer que c'est une trahison, oui. Vu son état d'esprit. Je pense que elle cocherait la case. Ouais, carrément. Il faut qu'on avance un peu là. Excusez-moi, l'image suivante sur laquelle on peut passer très vite, c'était la compagnie dorée qui est installée devant les murs. Alors à ce moment-là de l'épisode, on a encore un espoir qu'elle va servir à quelque chose. Et puis, elle servira à rien, et c'est bien dommage, mais ça offrira des jolis plans qu'on passera très vite tout à l'heure. Mais voilà. Ouais, la compagnie claquée, comme dit le youtubeur Valou. Moi, c'est la compagnie mort dorée, je dirais. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Mais voilà, on peut passer à la suivante, parce que ça, c'était vraiment à titre anecdotique. Ça, le fameux désolé, on ferme les portes, parce que, je disais, ils ouvrent les portes pour faire rentrer. En fait, Cersei fait vraiment rentrer du monde en disant comme ça, s'ils crament tout le monde, ils crameront vraiment tout le monde. Ils crameront plein d'innocents, du coup, on les fait rentrer. Et là, à un moment, ils disent bon, quand même, vraiment, le siège arrive, on peut pas accueillir. Mais en vrai, ces gens-là sont sauvés par ça. Oui, en fait. Quelque part, on peut croire que. Sauf que non, c'est les portes du donjon, c'est pas les portes de la. Oui, en plus, oui, c'est vrai, c'est le donjon rouge, ouais. Donc voilà, on peut passer très vite aussi là-dessus. On passe à l'image qui s'appelle Merde mes bateaux, parce que et ça, je l'ai mis aussi parce que c'est un très joli plan, évidemment, on le voit pas sur une capture d'écran, mais c'est un plan circulaire en fait tout autour de la baliste où on suit Euron Greyjoy de dos, et donc il suit le trajet des dragons. Après on tourne, il revient à la baliste, il essaye de l'empoigner. Au final, ça va servir à rien. Et voilà, c'est un très joli plan de bagarre. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'adore la bagarre, donc je l'ai mis. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu d'accord que si c'était aussi simple, elle pouvait le faire sur le
Sur l'épisode d'avant. Sur l'épisode d'avant. On est Mais d'accord. c'est ça. mais L'épisode d'avant, le dragon s'est pris 2-3 flèches. Ouais, mais Trois, ouais. Trois flèches. c'était qui? C'était Régal, il est naze. Ouais, Bah, Ah. c'est Drogon, là, Drogon, il Là, est Drogon, Ouais. il est Et fort. surtout, plus gros, il est et plus surtout, il fort. était dirigé par personne, tu vois. Alors que Ouais. là, ça y est, on Oui, leur mais met. les bateaux étaient quand même avaient l'air plus habiles. Là, ils Ouais. ont à peine bougé, ils ont à peine envoyé 4 flèches. Là, Ah, mais je suis d'accord. là, ils en envoient 4 alors qu'ils pouvaient tout tirer dans tous les sens. Mais oui. Effectivement, il y Surtout qu'il y Il a, arrive par attends, le soleil. puis attends, il y a les balises sur le bateau, il y a les balises sur les remparts, ils n'arrivent même pas à aligner le dragon. Tu fais, Et tu vois bon, pas, c'est d'accord. pas comme si tu voyais une Mais- nuée de, alors- de flèches de partout, tu vois. Après, J'ai c'est l'impression. compliqué. Ah, j'arrive Bon, pas, Par j'arrive contre, pas. il y a 2 stratégies de vol, de bagarre qui sont employées. Il y a un moment le piqué. Ouais. Alors le piqué, effectivement, ça c'est cool parce qu'elle se met dans l'axe du soleil. Mm. Donc il est vu au dernier moment. Et c'est comme ça que le dragon sont soi-disant détruits à Rainhall 300 ans ou je sais pas combien avant. Donc ça, c'est un joli petit clin d'œil. Ouais. Et après, ce qu'elle fait là, ce qu'elle ne faisait pas avant, c'est du rasmot en fait. Ouais. Je pense qu'elle est sous la ligne où les balistes peuvent tirer. Oui, ouais. En fait, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est pas hyper bien fait. Ça n'empêche pas que la scène a de la gueule. Ah oui, clairement. Et encore une fois, c'est ce que vous allez m'entendre dire beaucoup pendant cet épisode, c'est que je suis moyen satisfait, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est-à-dire que tout le monde crie sur l'épisode. Moi, je trouve que la façon dont les choses sont faites n'est pas ouf, mais par contre, je suis assez d'accord avec... Enfin, assez d'accord. J'ai pas de problème avec les choix qui sont faits. Ouais. Au moment où le dragon il arrive et il brûle tout, c'est Mais jouissif. il y a des moments vraiment spectaculaires. Il y en a quelques autres après que je vous ai capturés, on pourra en parler, mais il y a des moments super. Ça, c'est ouf. Et voilà, et cette scène notamment voilà, du massacre de la Compagnie Dorée et d'une partie de l'armée vue du ciel, Parce que c'est magnifique ça. Elle l'a fait sur des morts, ça nous en touchait pas une. Là, elle le fait sur des êtres vivants, mine de rien, même si c'est ses adversaires. Ouais. Et là, tu sens que... Ah ouais, là ça commence la violence, elle commence là pour moi. Tu vraiment. sens la puissance du dragon, quoi. Enfin, là, C'est pour ça. le coup, qu'elle a utilisé dès le début. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envoyé d'abord les autres au casse-pipe, contrairement à la bataille de la saison 3. Ouais. Après, elle va se dire j'avais raison, j'aurais dû envoyer mes 3 dragons dès le départ. Mais ouais, Régler le mais en problème. vrai, oui, parce qu'après, ils auraient pu affronter les morts quand même. Ouais. Au final. C'est clair. C'est clair. On peut passer à l'image suivante avec donc alors le moment où la Compagnie Dorée a pris cher et là il y a son chef qui a un destin un peu ridicule. pas Je trouve une c'est ligne de vraiment texte. dommage. Voilà, il a Ouais. pas de texte et il voit arriver Strickland. une cavalerie de Dothraki face à lui et en fait. Bon, en tant que chef militaire, je sais pas, il peut essayer de se rendre, il peut essayer de faire un truc où symboliquement il s'est mort, il prend son épée, il fait un truc. Là, il va se mettre à courir dos au cavalier, donc évidemment il se fait faucher comme les blés en été, quoi, au printemps. Il se fait taper par derrière et c'est fini. Il n'y a plus de Compagnie Dorée. Bon voilà, Moi, je peux passer vite aussi là-dessus, mais en tout cas c'est Je dommage. trouve juste que c'est logique parce qu'en fait c'est des mercenaires et dès qu'ils voient des vrais des combattants comme les Immaculés déterminés, ils flippent. En fait c'est des merdes. Les mecs c'est des grosses merdes. Mais en vrai, normalement, c'est des anciens de la garde targaryenne qu'on fuit. Enfin, tu vois, il y a toute une histoire autour de ça. C'est un mythe, censé être les plus grands guerriers de tout l'univers de Game of Thrones. En fait non. Mais effectivement, sans foi ni loi, puisque maintenant ce sont des mercenaires, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on fait sortir des troupes à pied devant des remparts alors qu'il suffit de mettre les gens sur les remparts? Oui. On revient ça, sur. A priori, ça n'a pas fait la grande différence Oui, d'avoir des Captain remparts. Stratos, il est toujours là, quoi. C'est vrai aussi, ouais. C'est clair. Ouais, ça aurait pas fait le. Dans ce cas-là, ça n'aurait pas fait de grande différence. Enfin, moi, j'ai été surprise de la puissance du feu du dragon. Parce que c'est pas que du feu, en fait. C'est pas que du feu, hein. Il y a une espèce d'acide qui s'enflamme, il y a ce côté. Et une puissance qui. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est des mercenaires qui, comme tu disais, qui sont censés être, qui sont réputés pour être des bons combattants. Là, on ne leur donne pas l'occasion de briller. C'est un peu. Ouais, dommage, c'est les mais- Blackfire. Ils brillent pas non plus par leur courage parce qu'il aurait pu se dresser face à Vergris, au moins se battre contre Vergris et même crever. Mais là, il se sauve comme une merde. Quoi. Du coup, c'est vrai que la strat, donc, c'est d'arriver par le donjon, donc par la mer, griller les bateaux, passer au-dessus de la ville. Donc on est dos aux balistes parce que elles n'ont pas pensé qu'elles pouvaient faire le tour. Tourner, ouais, c'est ça. Exploser la porte depuis l'intérieur, de manière à créer une ouverture pour que après tout le monde fasse. T'as mis cette image-là de la porte, j'ai trouvé ça hyper stylé comme De ça. la porte, non. Alors parce que après, moi, c'est le moment où il y a donc un souffle de dragon qui effectivement qui souffle à la porte. Et en fait, j'avais oublié et moi ça m'a fait tiquer, mais en vrai, c'est dans le lore Game of Thrones de la série, c'est que les dragons, le souffle des dragons. Pour moi, un souffle de dragon, ça brûle, mais ça fait pas exploser. Mais en fait, là, ils explosent de la pierre. Et là, je me dis, bon, non. Et en vrai, ils avaient déjà montré que les dragons pouvaient faire péter des trucs un peu. Ouais, que le feu ne détruit, le feu simple ne détruit pas. C'est pas juste du feu. Mais ouais, voilà, il y a un souffle. Il y a un souffle, une projection. Un peu explosion, quoi. Et voilà. Et du coup, après, une fois que j'ai lu ça, j'ai réfréné mon argument négatif. Il y a ce côté aussi où si c'est vraiment très chaud,
la pierre peut ou fondre ou alors exploser, c'est un peu plus compliqué, mais il y a la force de l'impact. Faire Et tomber puis, le truc, il y a quand même des éclairs verts un peu partout. J'ai un truc là-dessus. Très bien, on peut avancer plus vite de toute façon après. J'avais juste une capture de Cersei vite fait, qui est là où elle est en train de réaliser que quand même il commence à prendre cher. Et on peut passer directement à la suivante, que j'ai appelée Et pendant ce temps Jaime, qui est passé dans les ruelles un peu comme un Assassin's Creed, et effectivement il se galère parce que il y a du monde plein les rues, c'est la guerre partout, il y a des soldats, il y a des machins. Du coup il galère un peu. Mais on peut passer rapidement là-dessus avec un moment beaucoup plus déterminant, ce moment où l'armée au sein des remparts, parce que là donc la porte a soufflé, l'armée de Daenerys à terre, donc les Dothraki, les Immaculés, surtout les Immaculés à ce moment-là, rentrent avec Jon dans l'enceinte, et là l'armée se dit bon ok, il y a un dragon qui a pété toutes les balises, tous les remparts, la porte, le machin, ils jettent leurs armes sur le sol. Ils se rendent, c'est la reddition. C'est la reddition en fait. C'est la reddition. Et c'est la reddition. À ce moment-là, on peut passer à la slide suivante. Il y a Daenerys qui commence à zioter le Red Keep, le donjon rouge, en se disant quand même, je me pose des questions. Et juste après, il y a, on peut mettre ce moment, les Jingle Bells qui sonnent, c'est-à-dire qui acquiescent le fait que l'armée s'est rendue. Donc on sonne on sonne la cloche, ça veut dire c'est plus la baston. Voilà. Et là il y a le regard de Tyrion qui a attendu que les cloches sonnent depuis le début. De suspense à ce moment-là. Voilà. On se dit, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Est-ce que la cloche va sonner ? C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut souligner la mise en scène de l'épisode qui est juste exceptionnelle. C'est le réalisateur de l'épisode 3 et aussi de la bataille des bâtards, Miguel Sapochnik. Et c'est exceptionnel. Moi, devant cet épisode, moi j'étais tendu pendant tout le temps où on attend que les cloches vont sonner. C'est ça. Il y a un sens. Sonnez les cloches. Il y a un sens de l'épique, de la mise en scène, de l'apocalypse carrément qui est juste. Même dans les moments calmes, il arrive à mettre de la tension, ce qui est quand même assez balèze. Et juste après, on peut mettre l'image suivante avec. C'était Elbels. Je lis le chat. Je raconte n'importe quoi. Mais il y a ce côté où c'est le titre de l'épisode, les cloches. Oui. The Belge, les cloches. Parce que c'est les déterminant. Les cloches qui auraient dû tout régler. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on revient dans Game of Thrones. Et c'est choquant. Et voilà, le spectacle avant tout. Donc le dragon, en termes de série, c'était un peu ça. Là. Le dragon repart. Et alors cette séquence, il faut savoir que ce dragon qui survole King's Landing, Port-Réal, on l'avait déjà vu dans l'épisode... Dans la saison 2, je crois. Dans l'épisode 6, dans une vision de Bran. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc j'ai mis l'image juste en parallèle, ça c'est celle de la vision où on voyait beaucoup mieux, on voit moins l'ombre mais elle est sur quelques toiles. Et voilà, et ça c'est celle de l'épisode qu'on a eu. Donc ils font beaucoup de répondants avec des moments qu'ils avaient teasés dans les saisons dans la saison 2, excuse-moi, c'est quand Daenerys va chez les Immortels. On l'a aussi à la fin si on a le temps, on a un tout petit extrait de cette scène rêvée. Rêvée. Bref, on y reviendra. Moi à ce moment j'avais vraiment l'impression qu'elle allait aller directement à la Donjon Rouge. Et tout le monde a pensé ça, je pense, en l'occurrence. C'était pas son objectif. Et justement, pour faire dans le sensationnel, j'attendais ce moment où dragon volant face à Cersei, on allait la cramer. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens attendaient ça. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que, à ce moment-là, le dragon, effectivement, mette fin à l'histoire. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. C'est ça. En tout cas, là, alors j'ai mis ça aussi parce que c'est le moment où ça bascule. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec leur discussion. Avec l'acceptation implicite que ça allait mal tourner à King's Landing entre Daenerys et Vergris. Ce moment où, clairement, là, ils voient qu'elle s'envole avec le dragon et qu'elle commence à recramer des choses. Du coup, hop, ni une ni deux, Vergris, il empoigne sa lance, il fait un petit geste trop cool, et non seulement il poinçonne un mec de l'armée de Port-Réal, mais en plus dans le dos. Donc là, c'est vraiment en mode, on va faire aucun quartier, on va vous massacrer jusqu'au dernier. Et là, on est dans la vengeance pure et simple. On n'est plus dans la guerre. Là, à ce moment-là, on est dans œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est de la vengeance pure et dure. C'est-à-dire que on n'est plus en face d'une guerre,
on est en face de gens qui tuent des gens désarmés. Ouais. Qui ont, c'est ça. voilà, alors, Ils se sont rendus c'est parce qu'ils vont se défendre, ils vont ramasser leurs armes par défaut en fait. Ouais. Mais ils n'avaient pas du tout prévu ça. C'est contre toutes les règles officielles de la guerre. Hein, tu vois, exactement. C'est pas la première fois que. Mais bon. Ça donne aussi le feu vert aux Dothraki et même aux Nordiens de faire des exactions absolument horribles. On voit un Nordien qui se fait même tuer par Jon Snow parce qu'il allait violer une femme au milieu de la bataille. Une capture là-dessus, mais on pourra la zapper, vous passez très vite dessus. Et j'avais mis cette capture parce que c'est le moment où on commence à revoir de la violence graphique qu'on n'avait plus dans les 2 dernières saisons. Là, ça recommence à gicler vraiment parce que là, c'est vraiment le moment du massacre. On veut te faire comprendre que ce qui se passe est complètement pas bien et du coup voilà, c'est le moment où ça commence à être sanglant et c'est là qu'on a le vrai retournement de situation qui a pu choquer et qui fait que les gens peut-être crient au scandale parce que ça va un peu vite par rapport à leurs attentes, même si moi je pense qu'il y avait des choses qui étaient déjà sous-entendues depuis très longtemps. C'était dans ton bingo, ça faisait partie des trucs. Mais c'est vrai que là on a un renversement, c'est-à-dire que j'ai une petite pensée pour tous les parents qui ont appelé leur nouvelle petite fille Dany ou Daenerys, Khaleesi, tu vois, et qui là du coup voilà, les gens qu'on a suivis, les héros qu'on pensait être des libérateurs, etc. À un moment il y a ce switch, etc. On a Dark Vador, on a, tu vois, un truc comme ça qui devient un site, enfin, ça rappelle plein de choses. Mais voilà, fallait se dire tout simplement que c'est Game of Thrones et effectivement. En plus, on nous y préparait. Enfin, franchement, on peut pas te dire qu'on tombait complètement des nues depuis le début de la saison. On espérait que nous ça montrait. arrive pas forcément pour ceux qui voulaient que ça reste, que ça se termine bien. Ouais. Mais on est dans le boîte en même temps. Oui, on pouvait pas croire que Daenerys allait se marier avec Jon Snow et que ça allait être plein d'enfants et le peuple va bien. Yes. C'était elle a trop beau là. Elle a complètement vrillé. C'est vrai qu'à la base, elle se positionne comme libératrice des esclaves, pour machin. Mais il faut pas oublier que elle voit son frère se faire buter. Elle sourcille même pas. Saison 1. Quand elle tue les esclavagistes, il y en avait quand même qui étaient dans le tas, qui n'étaient pas pour ça, juste qui étaient des familles nobles. Elle les fait tous crucifier. Alors qu'ils se sont rendus. Etc. Pour l'exemple, il y a quand même plusieurs fois où. Il y a des impulsions quand même un poil violentes. Quand même. Voilà. Et effectivement, il y a ce côté où juste. Elle a un décrochage émotionnel vis-à-vis de la mort et du feu qui est quand même qui était teasé depuis un petit moment en vrai. Hein, donc. Oui, il est Tarly. Les Tarly, alors là, c'est le cas d'école, hein, presque. C'est le moment où 5, vraiment 4, je sais plus, mais elle défend ses valeurs à elle qui sont d'une certaine façon et où la pitié rentre pas forcément en compte puisqu'on n'a jamais eu pitié pour elle, quoi. C'est ça. Et là, tout d'un coup, on a ce côté où j'imagine que c'est ce qu'on va voir après, mais on a un à un tous les alliés historiques qui restent. Les Jon, les Davos, les Tyrion, qui contemplent, et Arya aussi, qui contemplent justement le désastre. Tout ça, ils se disent. Un Dinaris sur le chat, ça m'a perturbé. Et qui se disent, on est peut-être, tu vois, j'imagine Jon qui dit peut-être que j'aurais dû faire valoir mes droits et que effectivement, enfin, il y a vraiment ce truc de prise de conscience. Mais on va y arriver, je pense, quand on va parler du 6. Oui, on peut passer très vite sur la première capture. Voilà, en une phrase, c'est le moment où c'est vu du point de vue d'une petite fille. Alors ça peut sembler une facilité, mais faut pas oublier qu'il y a une scène assez similaire dans la liste de Schindler et que c'est probablement une référence du réalisateur à cette séquence-là, puisqu'on reverra symboliquement le fait que des enfants sont tués. Enfin, on les verra se faire tuer, mais on verra en plus à la fin, un des derniers plans, c'est quand même une main d'enfant qui tient un jouet, mais quelqu'un de mort, etc. Enfin, une main de quelqu'un qui est mort. Donc voilà. Et juste après, j'avais mis la scène que tu as déjà évoquée avec le viol empêché par Jon Snow qui est obligé de tuer un de ses gars. Parce que là, on est dans le massacre et le pillage façon mais Jon barbare. se réveille beaucoup trop tard. Jon qui se réveille beaucoup trop tard. Mais parce que il était là. Pas oublier ma devise, Jon Snow est un peu con. Et du coup, à chaque fois qu'il fait Jon Snow knows nothing. Voilà, il knows nothing, il est un peu con. On nous l'avait dit. Et voilà. Et en fait, le moment où il dit rangez vos épées, on se replie, etc. Je pense qu'il sauve un peu sa armée aussi.
plus que pour empêcher. Tu vois, je pense qu'ils sont tous un peu abasourdis là de ce qui se passe. Oui, clairement, il est pris de court. Il pensait pas que ça pouvait arriver. En fait, encore une fois, il a un regard assez innocent sur ces choses-là. Jon Snow, lui, il voit justement la guerre avec ses règles, avec son truc, et il pense pas qu'on peut aller au-delà de ça. Jon Snow, c'est une bonne illustration de trop bon, trop con. Il a voulu trop être bien dans ses baskets, et sauf que du coup, ça a mal tourné, et c'est trop tard quand il réalise. Il est impuissant. Ce moment-là est fort aussi parce que c'est une des premières fois qu'on est avec le peuple, qu'on est avec les gens du peuple de Port-Réal qu'on n'avait quasiment jamais vu dans la série. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus avec Daenerys. On voit tout arriver du point de vue du dragon, du point de vue du peuple avec le dragon. Et de Arya. Et de Arya qui... C'est aussi un super passage. On peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît, avec voilà. Et pendant ce temps, Jaime numéro 2, qui arrive sur un. Il a trouvé il connaît de toute façon. Il a trouvé un chemin secret qui mène dans le Red Keep. Seulement. Petite facilité encore une fois, comme par hasard, Euron qui s'est fait cramer ses bateaux, il est en train de remonter sur une plage. C'est le seul survivant, quoi. Et voilà, c'est le seul survivant, et il arrive à ce moment-là, pile, parce qu'à la rigueur qu'il y arrive, on peut se dire que peut-être il connaît le passage secret parce qu'il a vécu un peu au Red Keep là récemment, mais il y arrive pile au moment où Jaime est en train de monter. Bon. On est là pour faire une série, les gars. Vous allez vous calmer. Une série. Non, mais c'est ça. Justement, puisque Game of Thrones a un côté soap. Ah oui, et que ça, c'est typiquement du soap. Un sabbat, un truc, et voilà. Deux par deux à chaque fois. C'est le moment comme de par hasard, mais en même temps, tu sais que tu regardes une série quand même, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est le moment où ils vont s'affronter avec Euron qui veut être l'homme qui aura tué Jaime Lannister, et Jaime Lannister qui veut juste se débarrasser d'Euron pour retrouver Cersei. Voilà. Donc, le combat est ce qu'il est. Effectivement, Jaime est blessé à mort. Mais il arrive quand même à tenir toute la fin de l'épisode. Ouais. Euron se fait planter, enfin. Ils auront vraiment saccagé un personnage qui était à la base hyper intéressant dans le bouquin et que là... Tu parles d'Euron ? Je parle de Euron, ouais. C'est, dans le livre, en fait, il y a deux frères, il y a lui et Victarion, et ils ont réuni les deux personnages en un seul. Et l'un est un guerrier, l'autre est un peu voilà, et l'autre est un espèce de chaman. Il faut imaginer un espèce de Dark Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, qui est beaucoup plus avec le côté la cour de Xerxes dans les 300, ce côté comme ça, et le Albator, enfin tu vois le marin magnifique qui voilà, il a pas ce côté gros bof. Complètement rustre, complètement... et pour moi, il y a un des personnages les plus ratés de l'ensemble de la série, clairement, en tout cas. C'est vrai. En tout cas, là, il a un combat qu'on peut qualifier de OK. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la tension, mais en même temps, on se dit, bon, il va quand même pas... Allez, quand même, si je suis franc, il y a une ou deux secondes où je me suis dit, bon, il va peut-être tuer Jaime, effectivement. Et puis je me suis dit que non, parce que en vrai, c'est plus intéressant que Jaime s'en sorte et pas Euron. Donc bye bye Euron Greyjoy dans cette scène, avec plusieurs coups de dague bien placés. Et Jaime, effectivement, qui repart très affaibli. Et on peut passer à l'image suivante, qui est Gérard Majax numéro 2. Ils sont arrivés au Red Keep. Ok, très bien. Ils sont dans la salle un peu mythique du Red Keep. C'est un peu la salle où tu te trouves dans Game of Thrones. La salle des cartes. Voilà, la salle des cartes où il y a eu de nombreuses discussions stratégiques depuis le début de la série. C'est là que Jaime et Cersei s'étaient quittés. Oui. Entre autres. Et c'est là qu'ils vont se recroiser d'ailleurs. Exactement. Et donc voilà, et c'est le moment aussi, j'ai pas remis de capture de ça, je crois, mais c'est le moment où le palais commence à s'effondrer parce que Daenerys est en train de cramer des petits bouts. Et voilà, il y a Clegane qui dit à Arya, écoute, bon, là clairement, si tu continues, tu vas crever. Et moi, comme de toute façon, j'arrêterai pas tant que j'aurai pas croisé mon frangin. À demi-mot, c'est ça. Moi, c'est pas grave si je meurs, mais toi, t'as d'autres choses à faire. Tu vas pas crever là sous un tas de gravats. Va-t'en. Et elle, pour la première fois de sa vie, alors c'est le petit moment où Arya respecte pas trop ce qu'elle est, en tout cas ce qu'elle nous a montré être depuis le début de la série. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute un peu ce qu'on lui dit. Là, elle accepte le conseil de Clegane, mais aussi c'est amené un peu habilement quand même par le côté un peu presque relation père-fille. Hein. Il y a un truc beau, elle l'appelle Sandor pour la première fois. Il y a un truc très mignon à ce moment-là qui fait passer en fait le fait qu'elle vrille un peu. Moi, Arya, je la vois comme une fille intelligente. Au bout d'un moment, tu comprends qu'il a raison, peut-être. Bah ouais, peut-être aussi. C'est pas parce que tu n'abandonnes jamais, mais le fait d'abandonner là, à ce moment-là, ça veut pas dire... justement, tu te préserves pour peut-être pouvoir faire ce pourquoi tu es venu plus tard.
Tout à fait. Je pense pas du coup qu'elle soit pas fidèle à elle-même quand là pour le coup elle renonce, que c'est pas un renoncement juste parce qu'elle a peur ou parce que c'est peut-être plus intelligent pour accomplir sa prochaine mission. Même si, alors perso, moi je me suis dit mais pourquoi t'es venu jusque là en fait. Enfin, oui, c'est ça, c'est que tu te dis bon, tu t'es faufilé jusque là. Bon après elle pouvait pas prévoir que le donjon allait s'effondrer. Oui, mais alors du coup il y a pas une synchronisation entre le fait d'attaquer et le fait que elle vienne en. Oui. Si elle pensait que ou alors elle pensait que l'attaque de Daenerys et Jon allait rien donner. Mais je pense que là, il y a presque, moi, j'y verrais presque limite du fan service de faire cette scène-là dans la salle des cartes du Red Keep. C'est-à-dire que s'il l'avait faite à l'entrée d'un couloir du Red Keep un peu informe, là, ça rend la scène un peu. Tu vois, les fans, je pense, ils sont quand même contents d'avoir vu Arya dans cette salle parce que c'est une star qui avait jamais foutu les pieds dans le Red Keep et tout ça. Mais enfin, elle vient pour repartir direct. Saison 1, elle chasse des chats. Oui, c'est vrai. Bon voilà, en tout cas quelque chose d'un peu significatif pour elle. Et on peut passer à l'image suivante avec le fameux Clegane Ball, avec ce moment où Cersei réalise que la fuite va être compliquée. J'ai pas mis non plus de capture de la façon dont Qyburn va se faire défoncer. Qyburn. Mais je crois qu'en anglais, ils disent que Qyburn, non ? Non, parce qu'il y a autant pour moi. En tout cas, il se fait jeter comme un malpropre par la montagne, qui décide de s'opposer pour la première fois de sa vie à sa reine. Il prend cher. C'était violent comment il l'a dégagé. C'est la seule chose qui arrive à faire qu'il ne suive pas les ordres, c'est l'apparition de son némésis, de son frère en fait. C'est ça. Et là, on arrive sur le mythe de Frankenstein avec la créature qui tue le créateur. Ouais. Et c'est expédié, mais genre... oui, parce que Qyburn, il est là, ou Qyburn, appelez-le comme vous voulez. J'ai vu Qyburn dans le chat, je vais prendre ça, moi. Il est hyper important dans tout ce qu'il fait depuis très longtemps, mais ça reste quand même une petite fiotte. Enfin, je veux dire, c'est pas un combattant. C'est pas un combattant. Il y a ce côté... C'est un conseiller vicieux. C'est un grand vizir. Faut le voir comme un grand vizir. Oui, grand vizir, mais Dark Mage aussi, tu vois, il a ce côté savant fou. Mais puis c'est... Voilà, il termine bien, je trouve. Il nous a fait écrasé comme une merde. Il termine bien. Il termine bien. C'est un des moments chocs encore de Game of Thrones. On s'attend pas à ce qu'ils le prennent, ils le jettent. Et ouais, c'est terminé. Donc j'ai adoré la scène où du coup Clegane bute tous les gardes qu'il y a. Genre, c'est censé être la garde de la reine. Hein, attention. Garde d'élite, tout ça. Rien à foutre. Mais il est bon. Et il est bon, ok. Et derrière la montagne contre le limier. Bon, il a le meilleur spot puisqu'il est un peu en hauteur. Mais il y a ce truc-là, il y a la reine qui passe, et là, t'as l'impression que t'entends les mouches voler, le dragon s'arrête de faire... C'est ça. Cersei qui descend, l'air de rien, la tête baissée. Ok, bon, allez-y. Je ne suis pas là, au revoir. Je ne veux rien savoir. Bon Clegane Ball. Et voilà, il y a un plan superbe aussi dans le combat. Tu parlais de cette différence d'auteur. Il y a le feu, et ensuite, en plus, après le feu, on voit carrément le dragon passer par-dessus le combat. Et ça, c'est quand même... ça, c'est la méga classe. Ça fait partie de ces plans qui te rappellent qu'il y a quand même, qu'on aime ou pas l'épisode, un réalisateur aux manettes qui sait ce qu'il fait. Voilà. Et clairement, ce mec-là, on le reverra probablement dans des longs métrages bientôt, sans aucun doute, parce que quand tu peux diriger des épisodes de baston comme ça, tu finis à produire des grosses productions à Hollywood. Quoi. Et dans le making-of qui est sur YouTube de l'épisode, on voit que c'est vraiment les deux acteurs qui ont combattu tous les deux. C'est vraiment Rory McCann, l'acteur du limier, qui se fait balancer dans tous les sens par la montagne, et il en chie. On voit dans l'épisode, il est en limite, il va vomir. Enfin, il en chie vraiment pendant le tournage de cette scène. Ouais. C'est impressionnant. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce combat qui rappelle. Alors, on voit enfin la tête de la montagne en mode mort-vivant. Oui, j'ai fait une petite capture après. Et on le verra. Je pouvais pas ne pas le montrer. On a ce côté quand même où petit rappel d'une mort marquante d'une saison passée, la façon dont le combat s'achève quasiment, avec la montagne qui plante les doigts dans la tête, dans les yeux de son frère, qui veut lui broyer la tête, comme il avait fait à Oberyn. Et du coup, c'est là qu'il y a le petit coup de poignard into. Et c'est là que c'est drôle parce qu'il lui plante, il lui dit mais tu vas crever, bordel. C'est vrai que c'est un petit moment rigolo de la baston. Mais merde. Et du coup, mais en fait, ce qui est rigolo dans cet épisode, c'est que donc il y a le Clegane Ball qui commence, il commence à se taper dessus. Mais dans l'épisode, voilà, on passe plutôt à et pendant ce temps-là, Jaime numéro 3 avec donc Jaime qui retrouve Cersei justement dans la salle des cartes. Avec déjà le donjon qui commence un petit peu à avoir des signes de faiblesse, le feu toujours, en Game of Thrones il y a du feu partout, un moment, en fait je suis partagé sur ce moment, je sais pas vous, moi
j'ai quand même trouvé ça un peu mignon. C'est-à-dire qu'on les aime, on n'aime pas Cersei, on n'aime pas ce qu'elle est. C'est une bonne méchante. Et en même temps, là, je sais pas, elle est un peu touchante. Alors ça fait un peu Tristan et Iseult, tout ça, mais je sais pas, moi j'aime bien. Elle retrouve un peu d'humanité pendant que Daenerys, elle se déshumanise. Ouais. Un petit peu d'humanité. Attention, elle reste quand même elle se sert encore une fois de Jaime pour l'aider à sortir. Il y a jusqu'au bout, elle essaie d'utiliser l'ascendant qu'elle a sur lui. Oui, carrément. Mais moi, je suis très déçu parce que faudrait que je relise. C'est pour ça que je veux relire le livre parce que au niveau de la fameuse prophétie, comme quoi sa mort sera causée par son frère, son plus jeune frère. On pensait à Tyrion, on a pensé à Jaime, effectivement. Moi, je pensais qu'il allait la tuer parce qu'en la voyant devenir un peu comme le roi fou, quelqu'un qui, pour sauver la population, jusqu'elle avait fait avec l'explosion du temple, etc. C'est un peu dommage, je trouve. C'est émouvant, éventuellement. Mais quelque part, est-ce que la théorie ne dit pas qu'elle meurt dans les bras de son frère? C'est pour ça qu'il y a la petite nuance qu'il faut peut-être aller chercher. Parce qu'il a la main sur son cou. Et en vrai, s'il passe par là, c'est parce que Tyrion leur a conseillé. Et donc, Oui, ça peut se tenir quand même malgré tout. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Moi, à ce moment-là, je me suis dit, s'il faut, Arya n'est pas partie et elle va redébarquer. Et en fait, pas du tout. En fait, non. Non, parce que tu me fais une très bonne transition, parce que la séquence d'après, c'est pendant ce temps-là, Arya galère dans les rues, parce que c'est les conséquences de ce qu'est en train de faire Daenerys. C'est-à-dire qu'il y a des murs qui s'effondrent, il y a du feu partout, il y a des gens qui se font massacrer dans les rues par les Dothraki et les Immaculés, plus tous les viols et les violences que Jon Snow ne peut pas empêcher. Hein. Donc ça devient vraiment hardcore, et il y a une séquence longue qui n'est pas un plan séquence, mais qui est un faux plan séquence où on la suit dans les rues avec la caméra qui la suit, et on voit qu'elle galère et qu'il y a des gens à sauver, mais elle peut pas tous les sauver, du coup voilà. Mais elle a encore ce côté héroïne. C'est encore une héroïne forte, je trouve. Oui, mais on voit aussi qu'un assassin, c'est pas un bon guerrier. Ah non. C'est-à-dire que là, elle voit ce que c'est la guerre en vrai quand tu es dans la mêlée, et on voit qu'elle est dépassée. C'est pas son truc. Et surtout, elle essaie de devenir un peu leader, d'essayer d'aider la population, de sortir de son je suis toute seule, je me gère toute seule. Et ça marche pas. Et ça marche pas du tout. En même temps, il n'y a pas vraiment d'issue. C'était compliqué d'arriver à sauver des gens. Je vois Shadak qui poste heureusement qu'elle avait son armure en scénarium. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Arrêtez de râler. Et juste après, on a le Clegane Ball fin, donc voilà, le moment où il va se faire enfoncer la dague. Et ça mais ça ne le tue toujours pas. Du coup, Clegane numéro 1 en a marre et saute sur son frangin, il tombe, donc il y a la chute. Et alors c'est vrai que la chute n'est pas censée le tuer plus que ça, en théorie, vu le zombie que c'est devenu. Mais par contre, il faut savoir qu'il tombe dans le feu et que on sait que la montagne déteste le feu. Depuis notamment qu'il est comme ça, le limier aussi, et que du coup, on peut partir du principe qu'il est bien mort quand même et donc il est brûlé. Oui, non, là, c'est comme les zombies, une fois qu'ils brûlent, ils se relèvent d'entre les morts, mais une fois que c'est brûlé, c'est brûlé, quoi. C'est du feu de dragon, hein, donc on l'a vu qui fait éclater et fondre la pierre, donc il faut, je pense, considérer qu'ils sont morts. C'est peut-être, vous auriez aimé voir les cadavres par terre, les corps brûlés, j'en sais rien. Mais il est mort. On peut considérer qu'ils sont morts. Ça suffit. Et on peut passer très vite aussi là-dessus, mais il y avait des flammes vertes aussi sur les toits des maisons. Et alors ça, c'est du wildfire, c'est-à-dire du feu, traduit en français par feu grégeois, qui avait été utilisé plusieurs fois dans la série. Tu as mentionné l'explosion du temple par Cersei, c'était complètement avec ça. Donc voilà, c'est les flammes vertes qu'on voit notamment dans les plans larges et dans ce moment où Jon se dit oh putain, ça pète de partout. Et c'est des flammes qui ont été installées là. Alors il y a deux théories qui peuvent s'affronter. Soit c'est des restes d'une ancienne époque et du coup ça pète parce que il y a du feu par ailleurs et du coup ça pète, mais ça restait un peu, on savait même plus que c'était là. Mais il y a une autre théorie qui dit que peut-être Cersei avait été assez dingue pour imaginer sacrifier tout le monde si jamais elle tombait et tout faire péter à coups de feu grégeois dans la ville. Bon, on n'a pas en vrai le fin mot du truc, mais dans tous les cas, c'est plié puisque le feu grégeois il pète à cause de Daenerys. Donc, en fait, pour le coup, ce feu grégeois il avait été mis là par Aerys II, donc le roi fou, et on l'avait déjà vu à l'œuvre dans l'avant-dernier épisode de la saison 2 avec la bataille de la Nera. Oui, parce qu'ils avaient fait cramer toute l'armée de Stannis, etc. Ils avaient envoyé des radeaux avec de la... Après, Cersei, grâce à Qyburn, le réutilise et c'est comme ça que Cersei fait péter le
le truc de Baelor, là, le temple, en tuant tous les septons, tous les Highgarden et tous les le grand moineau là. Les moineaux détesté celui-là. Ah, il était affreux. Effectivement, ce qui est un peu bizarre, le septuaire, excusez-moi, effectivement de Baelor. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on se dit, tiens, Circé n'avait pas de plan. Oui, c'est ça. Alors, là, il n'y avait pas le feu grégoire pour le balancer avec des catapultes sur l'armée en face. Elle n'avait pas de plan, c'était que du bluff, putain. C'est ça. Elle était persuadée que ces lance-flèches allaient au moins toucher une fois le dragon et du coup ça allait être possible avec son armée en laquelle elle avait toute foi. Peut-être un sursaut d'orgueil de Cersei qui est quand même connu pour ça aussi. Donc, ça donnait cette impression-là, ouais. C'est plus étonnant de la part de Qyburn qui n'est pas prévu ça aussi. Grégoire, j'ai jamais réussi à prononcer ce mot. C'est vrai que dans cet épisode aussi on n'a pas vu Yara. Elle est partie reprendre les îles de fer. Alors, on revient à ce qu'on disait au début, les messages de Varys. On arrive là à la fin de l'épisode où donc il nous reste quoi ? Il nous reste deux, trois trucs. Ouais, qu'on peut passer rapidement. Mais ce qu'on peut se dire, c'est vous pouvez balancer les images qui restent d'ailleurs, parce que là il va être 18h30, ça va être l'heure du récap. Ce qu'il faut se dire, c'est que la petite fille est terrible. Ça rappelle un peu Pompéi. Voilà. On a l'allusion du cheval qui est le cheval qui va arriver après. Exactement. Symboliquement, le cheval blanc. Quelqu'un là sur le plateau ? 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la mort. Ouais, donc il y a ça. Je pense que tous ceux qui se disaient tiens ça va être c'est Bran qui wargue le cheval. Je pense que ça on peut oublier. Non, c'est ridicule. Mais par contre moi j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit qu'elle aussi elle a un peu des yeux de folle en fait. Elle a des yeux qui ont été marqués à jamais parce qu'elle vient de voir dans les rues et elle va faire payer quelqu'un pour ça. Ah, mais je pense. Et c'est pour ça qu'on la voit que c'est la dernière image qu'on voit, c'est elle qui part à cheval, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle part vers la lumière, vers quelque chose qui est très éclairé. Et du coup, est-ce que ça va pas faire le lien avec ce que Varys nous a, pas Varys, comment s'appelle-t-il J'ai perdu son nom. Le barbu gris. Davos. Voilà, que Davos, lui, il a toujours ce rapport à la lumière où il ne sait pas vraiment où tout ça va aller. Est-ce qu'il ne va pas se transformer en une sorte de paladine, de truc un peu chelou voilà. Azor Ahai au féminin. Ouais, un peu. Parce que c'est le prince ou la princesse qui fut promis, donc peut-être c'est elle. On va essayer d'avancer, de voir ça. Moi, je reviens au plan de Varys. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce dernier épisode des saisons 6 de la... Ah, punaise, excusez-moi. Sur ce dernier épisode 6 de la dernière saison 8, on va y arriver. Parce qu'effectivement, là, qu'est-ce qui se passe ? Le point final de l'épisode, c'est que Daenerys a gagné. Voilà, elle a gagné. Elle a tout plié. Il n'y a plus d'adversaires, ils sont tous morts. Il y a même qu'une moitié de Port-Réal survivante. La population a été complètement tuée, les baraques sont violées, rasées, etc. Voilà. On a vu dans le petit promo, image vidéo promo, qu'on avait un plan de Daenerys de dos sur l'entrée du Red Keep avec toutes ses armées qui la saluent. Et effectivement, les alliés d'avant, les Jon, les Tyrion, les Davos, les Arya, qui se disent qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, qu'est-ce que tu fais après ? Comment tu réagis ? Le plan de Varys, t'es pas d'accord, mais c'est fait. Donc tu fais quoi ? C'est ça. Le plan de Varys, je pense que c'est d'avoir envoyé ces lettres à tout le monde pour que tous les survivants de Dorne, dont on a reparlé récemment, de Yara, des îles de Fer, de Sansa au nord, puisqu'on n'est plus à un TP près, tout le monde arrive devant pour... Et effectivement, elle a le pouvoir, mais elle a personne avec elle. C'est-à-dire qu'elle a l'ensemble de Westeros contre elle. Je pense qu'il y a ça, et là, évidemment, le Deus Ex Machina Arya qui tue Daenerys. Tu penses que Arya va tuer Daenerys ? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que Bran peut pour le coup warg le dragon, parce que sinon on peut pas le gérer. Ou alors... peut-être Jon qui tue le dragon pour faire enfin quelque chose d'héroïque. Bran, au lieu de faire voir qu'il crame pas et que derrière il peut planter le dragon. Moi, du coup, je vois plutôt un Jon tuer Daenerys. Peut-être aussi. Enfin, il va porter ses coronesses et il va faire ce qu'il faut faire pour sauver le reste du monde, ce qu'il va imaginer. En vrai, ça serait cool. Vas-y. Moi, je dis, ça serait cool que Bran, au lieu de faire de la VR sur les corbeaux, il en fasse enfin sur le dragon. Ouais, ça fasse un truc cool. Ce serait méga classe. Ce serait méga classe. Mais voilà, moi j'espère que Tyrion va survivre. Là, on sait que il est menacé. Il est très très menacé là pour le coup. Il est très menacé, effectivement. Bon, je sais pas trop où ça va. J'espère revoir les personnages qui sont restés dans le Nord. Je vois bien le dragon, si Jon le récupère d'une façon ou d'une autre, cramer le trône de fer pour en arrêter là. Jon installer une démocratie et se barrer dans le Nord. En vrai, le trône de fer, il est peut-être déjà écroulé sous le donjon. Oui. Enfin, il est pas dans le donjon, mais sous des tas de pierres, parce qu'on nous montre tellement tout ça en train de s'effondrer. On l'a pas mentionné, mais donc Cersei et Jaime qui se prennent des gravats sur la tête, etc., qui donc sont
potentiellement morts. D'ailleurs, j'avais mon petit Hall of Death en une image, si vous l'avez en régie, qui récapitule tous les gens qui sont censément morts. Voilà. Pour pas multiplier les images, j'en ai fait qu'une seule avec un peu tout, y compris symboliquement la ville. Cersei, Euron, Le Limier, Port-Réal, Jaime, Varys, c'est qui en bas à gauche? La Compagnie Dorée? Oui, c'est un mec de la Compagnie Dorée. Ouais. Ok, Qyburn, La Montagne. Et puis Port-Réal qui s'est fait défoncer, et c'est aussi pour les militaires et les civils. Pour tous les gens qui disaient oulala, il n'y a pas beaucoup de morts jusque-là. Voilà, en vrai, quand même, là, ça commence à faire le ménage. En fait, dans les persos principaux, il reste Jon, Sansa, Tyrion et Bran, Arya. Donc en fait, il reste beaucoup plus de Stark, bizarrement, qu'on ne le pensait. Mais il reste Davos. Il reste Davos. Davos, depuis le début, il est là. Davos, moi j'espère qu'il va survivre. Davos, il ferait un bon conseiller de souverain. Ouais. Il est génial, une bonne main Et du roi. donc, qui va monter sur le trône? S'il reste un trône. S'il reste un trône, Jon par défaut. Logiquement, c'est Jon. Mais Jon n'en veut pas, donc je pense qu'il va juste installer un gouvernement à plusieurs, tu vois. Et il va retourner chez Tormund après. Jon n'en veut pas, mais Jon, si personne n'est sur le trône, les fans vont hurler. S'il n'y a pas une personne sur le trône, les fans vont signer une pétition par milliers. Sansa, là, on dit dans le chat. Sansa, effectivement. Sansa, pourquoi pas. Après, Sansa, elle est dangereuse aussi, parce qu'elle elle s'est mise, elle est devenue très stratège et elle peut aussi faire des trucs un peu foufou. En tout cas, on nous l'a présenté dans cette saison-là comme ça, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Et puis après, bon, elle est dans le Nord, elle n'est pas vraiment de lignée royale. Donc normalement, elle prévaut pas sur certains. Il y a d'autres personnes plus. Oui, il y en a d'autres qui ont plus de légitimité. Voilà, je cherchais le mot. Légitimité à monter sur le trône. Et Tyrion peut-être aussi. Enfin bon, on va voir. En tout cas, ça se passera dimanche dans la nuit ou lundi. Et je suis bien triste de pas être là pour en parler avec vous. Toi, tu ne seras pas là parce que tu vas à Cannes. Exactement. N'hésite pas à nous envoyer tes commentaires et tes théories. On les lira. Tu les mets dans le runner et puis on je peux faire ça. Une émission spéciale la semaine prochaine puisque vous serez 3 du côté d'Halluciné, de ce que j'ai compris. Exactement. Ce sera pas nous, mais ce sera d'autres collègues. Ok. Exactement. Mégane et Julia qui seront aux côtés de Max. Ok, mais pareil, Vincent, si tu n'es pas là, tu peux tout à fait te permettre de nous donner tes remarques. Nous, de notre côté, nous, on sera fidèles au poste. Et normalement, Sylvain sera aussi avec nous de JVTV. Cool. Voilà, donc on pourra rager. À bientôt. La semaine prochaine, on aura des choses à dire, effectivement. Et là, on va laisser la place au récap. Puis derrière, c'est Magic. Ciao. Salut.